les syndicats Force ouvrière du Cantal adressent en ce 1er mai son salut fraternel et sa solidarité à l'ensemble des travailleurs rassemblés en France et de par le monde. Chers camarades, pour nous, il ne s'agit pas aujourd'hui de célébrer la fête du travail, initiée par feu le maréchal Pétain dans la droite ligne du slogan vichiste « Travail, famille, patrie ». Symboliquement, il ne s'agit pas non plus d'arborer le brin de muguet, mais plutôt l'églantine, la fleur de la Révolution. Alors pour la CGT-FO, le 1er mai, c'est la journée internationale de revendication et de mobilisation de tous les travailleurs. L'histoire du 1er mai internationaliste de la classe ouvrière commence à Chicago en 1886 par un vaste mouvement de grève réprimé dans le sang. La revendication de l'époque était déjà la réduction du temps de travail. Ce qui veut dire que la maîtrise du temps de travail est une des demandes essentielles du mouvement ouvrier international et donc français. Il ne faut pas ignorer aujourd'hui, 130 ans plus tard, le projet réactionnaire de la loi travail du gouvernement Hollande. Ce projet ambitionne de rendre au patron le droit de remettre en cause la durée du temps de travail. L'histoire du 1er mai dans le monde est marquée par des épisodes très durs où le patronat, avec l'appui des gouvernements en place, n'a pas hésité à tirer sur les grévistes qui manifestaient. En 2016, il n'est pas totalement absurde de regarder comment la problématique des casseurs, qui dans certaines villes, pas à Aurillac bien sûr, viennent perturber nos manifestations, comment cette problématique est gérée par le gouvernement et surtout par le ministère de l'Intérieur. C'est encore pour la violence, le 1er mai 1891 à Fourmies, petite ville industrielle du Nord, que les revendications des travailleurs, toujours sur la réduction du temps de travail, seront réprimées. L'armée tire dans la foule, 9 morts, dont des femmes et des enfants, et 60 blessés. De toutes ces luttes, la classe ouvrière sortira renforcée. Dans les années 1900, il existe toute une série de lois réglementant l'organisation du travail. Par exemple, celle de 1803 qui crée un livret ouvrier permettant à ce dernier de se déplacer sans être soupçonné de vagabondage, et ce que la CFDT voulait remettre à l'ordre du jour sous une forme adaptée, ne l'oublions pas. Celle de 1841 qui interdit le travail des enfants avant 8 ans et que M. de Gignac, l'ex-PDG d'Air France, trouvait absolument aberrante. Lui, ça lui paraissait bien que des gamins y travaillent. Ou encore celle de 1898 relative aux accidents du travail. L'inconvénient, c'est que ces lois ne figuraient nulle part à l'époque, si ce n'est au journal officiel, bien sûr, et il était donc difficile de les trouver. À partir de 1901, l'idée germe de les rassembler dans un nouveau code. Le projet de créer un nouveau code, celui du travail, s'inscrit dans les esprits. Alors les discussions vont être assez vives et se poursuivre jusqu'à l'adoption de la loi du 28 décembre 1910 qui instaure le code du travail et la prévoyance sociale. Ce dernier va finalement se contenter de compiler les textes de loi déjà existants, à droit constant, c'est-à-dire sans modification sur le fond. Par exemple, il n'y a rien pour les syndicats, sur le droit de grève, cela viendra bien plus tard. Quoi qu'il en soit, le livre 1 du Code du travail voit le jour, celui consacré au contrat de travail. Viendra ensuite en 1912 le livre 2 relatif aux conditions de travail. En 1925, le livre 4 sur les prud'hommes. Et symboliquement, aujourd'hui, nous sommes sur les marches du palais de justice, c'est bien pour faire référence aux prud'hommes. Et en 1927, le livre 3 sur les conventions collectives. Le premier livre devait rassembler quelques 300 articles de loi. En 2008, il en comptait environ 1800. Depuis des toilettages successifs, longtemps légers de quelques 500 lois, tout en divisant le millier et quelques restants, de près de 3800 sous-lois et supprimant au total un livre sur 9. Alors quand aujourd'hui le patronat et le gouvernement conspuent le Code du travail en le mettant sur la balance pour mieux dénoncer son obésité, près de 4000 pages, ils oublient juste de préciser que parmi elles, moins d'un tiers est consacré aux lois, le reste laisse la place aux commentaires de ces fameuses lois. Alors cette énorme avancée sociale qu'est le Code du travail est le produit de la mobilisation historique de la classe ouvrière et notamment les 1er mai. Tout comme la revendication consignée de façon claire et nette par le mouvement syndical français dans la charte d'Amiens de 1906 lors du congrès de la Confédération Générale du Travail et revendiquant comme but historique la lutte des classes et l'abolition du patronat et du salariat. Alors ainsi, contre toutes les tentatives de récupération, notamment fascistes, pétainistes, papales, qui ont voulu transformer le 1er mai en une fête du travail, réconciliant ainsi patrons et ouvriers,
À travers cette journée de lutte de classe s'affirme la réalité suivante. La classe ouvrière, le monde du salariat, ne se laissera pas voler son 1er mai et ses syndicats historiquement indépendants pour faire valoir, porter et gagner ses revendications. C'était vrai hier, ça l'est toujours aujourd'hui, n'en plaise aux pseudo-réformistes qui ne sont en fait que des réformateurs qui se battent contre la classe ouvrière. Alors les vieilles lunes patronales et revanchardes sont toujours d'actualité et la tendance réactionnaire de ce gouvernement éperdu qui de renoncement en capitulation n'a cessé de se renier en se vendant immédiatement à l'Union européenne et au fil du temps au patronat qui n'en espérait pas tant. C'est une catastrophe. En 4 ans, l'accord national interprofessionnel, le pacte de responsabilité, les lois Rebsamen, Macron, notre santé, j'en passe, et maintenant El Khomri. Toutes ces lois ou ces projets de loi de régression sociale, que ne renie d'ailleurs pas notre député, nous l'a confirmé jeudi soir, ont vu le jour grâce au soutien sans faille de la direction de la CFDT. Camarades, il faut se le dire et se le redire et surtout bien le comprendre. La CFDT ne trahit pas la classe ouvrière. Elle ne reconnaît tout simplement pas la classe ouvrière et c'est dans ses statuts, elle a été constituée pour ça. Pendant ce temps, et de plus en plus, les cadeaux déjà cités pour le patronat avancent. La valse des exonérations de cotisations sociales se poursuit. Au 1er avril, c'était les cotisations d'allocation familiale qui sont passées de 5,25 à 3,45 pour les salariés, pour les salaires compris entre 1,6 et 3 fois et demi le SMIC. Aujourd'hui, 1er mai, c'est la contribution sociale de solidarité des entreprises qui va être supprimée pour 80 000 entreprises supplémentaires. Enfin, bonne nouvelle pour les actionnaires du Crédit Agricole, s'il y en a parmi vous, les dividendes versés, eux, ont augmenté de 71%. Alors concernant le chômage, il y a bien sûr les fameux 1,7% de demandeurs d'emploi en moins en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont tenus de chercher un emploi, mais cette diminution dans les catégories B et C, c'est-à-dire ceux qui travaillent quelques heures par semaine, cette catégorie-là augmente de 2 et 3% respectivement. Donc pour les privés d'emploi et pour les précaires, toujours aucune opportunité d'emploi à durée indéterminée. Mais toujours la même opportunité pour la précarité, si on peut s'exprimer ainsi. Et que propose le projet de loi travail? Encore plus de précarité. Et c'est intolérable. Pardon. Alors, ce ne sont pas les arguments spécieux dont le député Calmette voulait que nous nous imprégnions jeudi soir lors du débat public qui ont une chance de pouvoir nous convaincre. L'imprégnation n'a visiblement pas fonctionné. Je rappelle que son seul argument pour justifier le choix qu'il a fait de voter cette loi, et nous avons vécu un grand moment, et que cette loi, je cite, serait soi-disant équilibrée car elle est combattue autant à droite qu'à gauche. Je vous laisse apprécier. Donc au gouvernement, qui avec l'appui de Berger essaie par tous les moyens de faire passer ce projet comme un texte progressiste en faveur des salariés, nous répondons, comme je l'ai dit l'autre jour, par la célèbre phrase de Victor Hugo dans son discours contre la loi Fallou: messieurs, quand vous forgez une chaîne, vous dites voici une liberté. Voilà, en résumé, en quelques mots, c'est qu'il y a exactement le projet de loi travail, une chaîne énorme qui asservirait totalement les salariés à leur employeur. Ce serait un retour à l'arrière de plus d'un siècle. À chaque mobilisation, les quelques petits reculs font hurler les présidents du MEDEF et de la CGPME qui continuent à se tromper de siècle une nouvelle fois en se disant ou antisyndicalistes ou carrément corporatistes. Il n'en reste pas moins que dans ce texte, non seulement de nombreuses régressions demeurent, mais que surtout la philosophie générale, à savoir l'inversion de la hiérarchie des normes, persiste et c'est inacceptable. La hiérarchie des normes, c'est la morbidité sociale. Ce serait la fin de l'égalité entre les salariés. Ce serait la concurrence entre eux et le règne sans partage de petits chefs qui deviendraient les seigneurs tout-puissants dans les entreprises. Voilà pourquoi nous devons partout, mettre en débat, dans les entreprises, les ateliers, les secteurs, les modalités d'action pour intensifier la bagarre que nous sommes en train de mener et qui est loin d'être terminée. Un seul objectif, le gouvernement doit retirer ce projet. Alors j'espère que nous serons nombreux mardi à 17h30 sur la place des droits de l'homme pour une nouvelle fois nous exprimer contre ce projet de loi. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive l'Union départementale des syndiqués de la Confédération Générale du Travail France Ouvrière. Je vous remercie.
lancer ce team l'offensivité. C'est pourtant une journée dédiée à la fête du travail. Nous nous rassemblons comme toujours, toutes les forces syndicales qui sont présentes aujourd'hui,